Et c'est parti pour l'une des petites histoires de Nico qui va aujourd'hui nous parler de vampires. À toi Nico. Donc c'est parti, Eh oui. je vais vous parler de Vampire la Mascarade, donc c'est un jeu de rôle, et personnellement moi j'adore les jeux de rôle. Le fait de se retrouver à plusieurs, de se raconter une histoire dans laquelle chaque participant et participante a un rôle, de faire évoluer un peu ce récit tous ensemble, avec son lot de surprises, d'aventures, d'actions et même de drama, au service d'une trame scénaristique qui est établie, qui va être suivie ou d'ailleurs pas trop parce qu'il y a une place très importante qui est laissée à l'improvisation. Donc ça permet de passer des super moments entre potes ou même avec des inconnus. En tout cas, ça permet de passer des moments formidables et quelquefois aussi inoubliables, carrément. Donc c'est ça un peu l'essence même du jeu de rôle à mon avis, plus que de lancer des dés, de faire l'équivalent d'un jeu de société. Et c'est ce qui permet aussi de différencier le jeu de rôle des jeux de société classiques. Et j'aime tellement les jeux de rôle que j'en ai créé un avec son propre univers, aidé par notre cher hôte ici présent. Eh oui, c'est moi. Tout à fait. Yes. Mais tout ça, c'est une autre histoire, donc on en parlera plus tard éventuellement. Donc revenons à notre sujet d'aujourd'hui, Vampire la Mascarade. Donc ce nom, il évoque peut-être pas grand-chose pour certains, et pour d'autres personnes, ça peut faire référence à ce jeu qui est assez connu, mais pour ceux qui sont vraiment dedans, c'est un synonyme de monument et de figure de référence dans le monde du jeu de rôle. Parce que quand il est sorti, en fait, il prenait un peu à contre-pied les jeux du genre, en mettant en fait l'accent sur le côté narratif au détriment de l'aspect ludique qui caractérisait la plupart des jeux comme Donjons et Dragons par exemple, ou ce genre de choses. Donc là, c'était vraiment l'accent porté plus sur le côté dialogue, développement des personnages, euh, le côté aussi univers qui va être incorporé dans les scénarios qui vont être joués. Et ça a pris tellement d'ampleur qu'il y a des associations entières qui se sont organisées pour faire vivre en fait ce jeu, donc que ce soit sur table ou alors même en grandeur nature. Donc il y a des associations comme par exemple la Camarilla française, qui est une association qui est assez structurée, qui est à l'échelle de la France. Il y a des succursales dans d'autres villes de France, et qui permet de faire vivre des jeux de rôle grandeur nature, deux parties de Vampire la Mascarade. Pour avoir connu quelques personnes qui sont dedans, c'est vrai que c'est des gens qui sont extrêmement fans. Donc c'est peut-être pas à ce genre de personnes que je vais m'adresser aujourd'hui parce que je risque de faire des erreurs et que je vais pas être, je suis pas aussi dedans que ces personnes-là. Mais voilà, je vais juste vous présenter un petit peu le jeu. On va s'attarder un peu sur sa genèse et ses particularités. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien sûr, pas de souci. D'abord, ça va parler, comme le nom l'indique, de vampire. Donc la figure du vampire, si on retrace un petit peu l'histoire, ça apporte son lot de fascination depuis plusieurs générations. Ça a pris vraiment son point de départ au XIXe siècle avec la figure maudite du vampire dans le mouvement romantique. Ça a atteint son apogée avec Dracula de Bram Stoker à la fin du XIXe, donc là où on surpasse un peu l'aspect romantique et on a vraiment la figure d'un monstre qui exerce une passion un peu hypnotique et presque malsaine chez ses victimes. Et ça a donné après tout au long du XXe siècle, surtout avec le cinéma, des figures de vampires qui vont être intégrées dans la culture populaire et qui vont toucher un public très large jusqu'à nos jours. Surtout qu'à la fin des années 80 et au début des années 90, il va être repris par la littérature contemporaine, le cinéma, en retraçant un petit peu l'histoire du vampire depuis ses mythes, en incorporant aussi des éléments romantiques et en présentant un personnage qui va être torturé, partagé entre sa nature humaine et sa nature de bête monstrueuse. Et ça va connaître un fort succès avec le mouvement aussi gothique qui naît à cette époque, à la fin des années 80 et au début des années 90. Et de nos jours, on peut dire que le vampire, il est vraiment très ancré dans la culture populaire, même la pop culture, et qu'il est maintenant très loin des mythes et des légendes dont il est issu. Je pense que chacun a sa petite idée de ce qu'est un vampire, ce qui caractérise un vampire, etc. Donc on va peut-être pas revenir sur ces points, je pense que tout le monde est au courant. Donc, pour revenir un peu au jeu de rôle Vampire la Mascarade, il a été créé en 1991 par un éditeur américain qui s'appelle White Wolf, qui va publier une première édition du jeu. Donc ça va être le premier ouvrage d'un monde bien plus vaste qui va être développé, qui va s'appeler le Monde des Ténèbres, le World of Darkness, qui va connaître pas mal de variantes, pas mal d'éditions,
mais aussi d'autres jeux qui vont nous permettre de jouer d'autres créatures de ce monde-là, comme des loups-garous, des sorciers, et tout un tas de créatures du folklore. Ça va devenir un peu un monde à la Harry Potter, un monde qui se développe en parallèle des humains, avec toutes ses particularités. C'est un gros raccourci de comparer ça à Harry Potter, hein, bien sûr. Pour Vampire la Mascarade, on va être dans un univers qu'on peut qualifier de gothic punk. Il faut imaginer notre monde actuel, qui est en fait dirigé dans l'ombre par des puissances secrètes et ancestrales, qui sont bien sûr des vampires, et que nous, les simples humains, en fait, on va être que des marionnettes et des pions dans les jeux de pouvoir qui nous dépassent totalement. En fait, il y a beaucoup de vampires qui vont occuper des postes importants dans la société humaine et qui vont, en fait, dans leur volonté d'acquérir du pouvoir, se servir aussi des humains. Ça, c'est un peu le monde caché. Donc, vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est que les vampires les plus puissants vont occuper les postes les plus importants et ils vont tirer toutes les ficelles de notre monde depuis l'ombre, sachant que eux ils sont bloqués dans un état entre la vie et la mort et qu'ils ont toujours ce besoin d'être assoiffés de sang, donc ils vont se servir des humains comme du bétail à entretenir un petit peu. Donc dans le monde des ténèbres, l'univers du jeu, le mythe du vampire, voilà, il est transposé à cette époque moderne, et il va être aussi fortement inspiré des romans d'Anne Rice, des romans à succès à l'époque, donc au début des années 90. Donc le plus connu, c'est bien sûr Entretien avec un vampire. Entretien avec un vampire, c'est eux du coup, d'accord. Tout à fait. J'avoue que les films de vampires, voilà, moi je t'aurais dit Underworld ou chose comme ça. Oui, c'est vrai, mais ça c'est plus notre génération. Mais c'est vrai que la génération précédente. J'avoue que j'ai jamais vu Entretien avec un vampire. Moi j'ai vu le film, mais par contre j'ai pas lu les bouquins. J'ai récupéré qu'il y en a pas mal, mais. Et bien moi non plus, j'ai pas lu les bouquins. Donc c'est plus inspiré de ce genre d'univers-là que de Underworld du coup, d'une certaine manière. Voilà, tout à fait, ouais. C'est clair. Quoique, il va y avoir aussi des extensions du jeu qui se passent au Moyen-Âge, tout ça. Donc je pense qu'il y a il y a aussi une lutte avec les loups-garous. Donc éventuellement, je pense que quand Underworld s'est rajouté dans la culture populaire, je pense que White Wolf, ils se sont un petit peu inspirés. Ouais. Après, c'est qu'une hypothèse. Underworld, c'est vraiment un melting pot, un peu gothico, sexico, on sait pas trop quoi. Matrix. Ouais. C'est comme dans tous les films du début des années 2000 où tu avais des gens habillés en latex. Ouais, c'est ça. Tu mets du latex, des monstres dans un checker, tu touilles et pouf, ça te fait Underworld. C'est ça. Mais j'aimais bien cette période où t'avais plein de créatures fantastiques, des trucs où on disait ouais, mais le monde il est pas comme tu le pensais. Oui, c'est clair. C'était cool avec genre Blade, même si c'est des films de merde. C'est vrai que ça me fait penser aussi un peu à Blade avec les vampires qui se nourrissent, enfin les vampires qui se nourrissent des humains comme du bétail, monde caché, tout ça. On se souvient tous des répliques de Ryan Reynolds dans Blade 3. Oui, effectivement. Mais ouais, dans Masquerade, c'est complètement le même principe, visiblement, et surtout, c'est peut-être plus vieux, en fait, aussi, surtout, non? Donc, en fait, tous ces trucs récents. C'est de 91. Ouais, tous ces trucs récents s'inspirent plus de Masquerade qu'autre chose, en fait. Je pense que, ouais, ça a inspiré pas mal de choses, parce que très vite, en fait, le jeu a eu du succès. Et c'est vrai que ça proposait déjà de pouvoir jouer à un jeu de rôle. Déjà, ça renouvelait un petit peu le genre du jeu de rôle, et en plus, ça apportait un univers qui était un peu dans la mouvance de l'époque. Et je pense que ouais, il y a des gens qui ont dû jouer, s'inspirer de trucs, s'inspirer de ça en créant des films ou des choses comme ça. Peut-être même inconsciemment. En tous les cas, ça a donné lieu à plus ou moins une mouvance, ou sinon, ouais, en tout cas, ça en faisait partie. C'est clair. Oui, c'est indissociable en fait de l'époque. Il y a une esthétique un peu dark, fin 90, début 2000, hein, dans tous les cas. Il y a eu pas mal de films un peu dans ce genre-là. Oui, et puis c'était aussi le début du mouvement gothique. Oui. Il y avait tout cet attrait pour l'underground, les habits sombres, tout ce qui est un peu les vampires, les monstres, etc. C'est clair. Après, il y a aussi peut-être un peu Matrix qui a encore accéléré. Ça fait partie de tout ça, Matrix, de toute façon. Ça a rendu le cuir, les manteaux longs, tout ça, un peu à la mode. C'est vrai que ça a été la mode pendant longtemps. Pendant très longtemps, ouais. Alors c'est vrai bref, que on moi, va revenir à nos avec vampires. mon futur Pikachu, ça faisait pas la même chose. Effectivement. Revenons à nos vampires, ouais, peut-être. Donc dans la Mascarade, la figure du vampire, elle est plus monstrueuse. Enfin, c'est plus des bêtes assoiffées de sang qui pensent que à se nourrir, ouais, des humains. Ça va être en fait plus complexe. Ça va être des êtres en fait qui vont être tiraillés entre leurs parties humaines. Et cette bête en fait qui est à l'intérieur d'eux, c'est vraiment décrit comme ça dans le jeu. En fait, la bête, c'est un peu cet instinct primitif du vampire qui sommeille tout le temps en eux. Et leur impératif, c'est de préserver la mascarade, comme
comme indiqué dans le titre, et la mascarade, c'est le fait de ne pas révéler aux humains que les vampires existent et qu'ils contrôlent le monde en secret, en fait. Donc, comme vous l'aurez aussi compris, vous allez incarner un vampire dans Vampire la Mascarade. Non. Mais attention, parce que incarner un vampire dans cette société, ça peut être très brutal. Et les nouveau-nés, en fait, quand on va créer un personnage, on va créer un nouveau vampire, c'est-à-dire un nouveau-né, un vampire qui a moins de 100 ans. D'accord. C'est assez relatif pour les vampires. Donc c'est des jeunes vampires, et ils sont également eux aussi considérés comme des pions dans les luttes de pouvoir entre les vampires les plus anciens. Donc en fait, tout l'intérêt du jeu, ça va consister à faire preuve de diplomatie et de finesse pour évoluer dans cette société d'âmes damnées. Et parce que si jamais on fait un pas de travers, ou si jamais il y a quelque chose qui va pas, eh bien la société va être extrêmement brutale avec vous, vous risquez la mort à chaque moment, vous risquez d'être rattrapé par des vampires qui contrôlent la ville où vous êtes, par exemple. Donc il faut éviter de faire des remous si vous voulez avoir le plus de chances de survivre. Donc ce point, ça va constituer d'ailleurs un des succès en fait qui va découler du jeu. Donc, même si on peut se battre, utiliser des pouvoirs, vivre pas mal d'aventures finalement et d'actions, le jeu il va accorder beaucoup de place à tout ce qui va être la diplomatie, l'étiquette, et il va encourager aussi les dialogues et toutes les formes d'échange entre les joueurs et en fait cette société vampirique qui est assez complexe et qui fera que les joueurs, en fait, ils vont jamais vraiment se sentir en totale sécurité. Si on peut comparer, ça va être un peu comme évoluer, par exemple, dans une société un peu cachée comme la mafia, où on va être jamais sûr de l'intention de son interlocuteur, sachant que nous aussi, on va vouloir aussi acquérir plus de pouvoir, donc il va falloir essayer de faire confiance tout en évitant d'être trahi, etc. Donc ça, c'est un peu aussi ce qui va être au cœur de Vampire la Mascarade. Il y a d'autres livres de la gamme de Vampire la Mascarade qui vont permettre aussi de jouer dans différents lieux ou à différentes époques, comme je l'ai évoqué un petit peu avant. Donc il y aura des extensions pour jouer en Orient, au Moyen-Âge, à l'époque victorienne, etc. Sachant qu'à la base c'est un jeu américain, donc il y a pas mal d'univers de villes américaines qui vont être décrites. On va voir Los Angeles, New York, Boston, Chicago, etc. Il y a une extension, je sais plus si elle est... Enfin, il y a une extension qui évoque la France. Moi j'avais fait jouer des parties qui se passent en France, c'était assez rigolo. C'est vrai que si ça se passe à Mérangis, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins de classe. Ouais, mais après c'est plus facile aussi, en tant que joueur francophone, de s'identifier. Moi j'aime bien. Complètement, ouais, c'est pas con d'avoir mis de pouvoir que chaque personne puisse s'intégrer plus facilement à l'univers à partir de son univers à soi, quoi. Donc du coup on arrive à une question qui est comment devient-on vampire ? Parce que comment en fait, en gros, comment on crée un personnage, comment on devient un personnage dans cet univers. Donc dans le monde des ténèbres, il s'agit d'une malédiction, le vampirisme, qui va être transmise de génération en génération, par morsure, échange de sang, puis avec la mise à mort d'une victime humaine. C'est comme ça en fait qu'on devient vampire, qu'on commence les parties en mourant en fait, et en devenant vampire. D'accord. Et il y a des règles très strictes qui vont encadrer en fait la création de nouveaux vampires afin d'éviter leur prolifération pour justement respecter la mascarade. Parce que s'il y a plus de vampires que d'humains, il y a un moment où ça va plus marcher. Tout à fait. S'il n'y a plus de bouffe après, voilà. C'est clair. Il y a trop de monde au flunch, c'est horrible. Ouais, c'est des problèmes écologiques de vampires. Ouais, c'est ça. Alors le premier vampire, celui qui est à l'origine de la première génération et des clans, parce qu'en fait il va exister plusieurs clans de vampires, on va y revenir, c'est le Caïn biblique, enfin une figure un peu modifiée du Caïn de la Bible, de l'Ancien Testament, qui est considéré en fait dans cet univers comme en quelque sorte le premier de tous les vampires. Et d'ailleurs les vampires vont être aussi appelés Caïnites, c'est-à-dire des descendants de Caïn. C'est ça. Du coup, il y a des clans qui vont être à la base de la société des vampires. Donc, à la base, ils sont issus des premières générations, enfin, je crois de la 3e génération. À partir de la 3e génération, il y a 13 clans, en fait, qui vont être créés. Et ça, en fait, ça va s'apparenter, si on revient dans l'univers du jeu de rôle, un peu à des classes. En tout cas, ces 13 clans, ils vont avoir chacun des caractéristiques qui leur sont propres, mais aussi des capacités, des pouvoirs, des affinités, des faiblesses aussi, et tout ça, ça va être héréditaire de génération en génération, et commune à l'ensemble des vampires du clan. En fait, quand vous allez créer un personnage, vous allez choisir en fait un des clans auxquels vous allez appartenir. Ils vont être extrêmement différents, et ça peut même modifier aussi l'apparence de votre personnage. Par exemple, il y a les Nosferatu, qui sont inspirés en fait du film Nosferatu, donc on joue un personnage qui n'a pas du tout une apparence humaine, mais plus l'apparence d'un monstre avec
avec des grandes oreilles, qui est... Enfin, c'est un vraiment comme monstre dans le dégueu, film, quoi. ouais. Une chauve-souris. C'est ça, tout à fait. Ouais, plus qui ressemble à une chauve-souris, tout à fait. Donc cet héritage, il va se retrouver à la création de personnages. Donc voilà, quand le joueur va choisir son clan, et du coup, vous allez avoir accès à un certain nombre de pouvoirs, mais aussi des forces, des faiblesses. Par exemple, il y a un des clans de vampires, ou je crois qu'il y en a 2 d'ailleurs, où ils peuvent pas se voir dans un miroir. Donc, un peu comme ça reprend les images mythiques du vampire, où par exemple Dracula qui se regarde dans un miroir, il n'y a pas de reflet. Il y a des clans aussi où ça fait ça. D'accord. Donc il y a l'ancienneté qui va aussi être un facteur très important dans la société des vampires. Plus un vampire va être ancien et proche de Caïn, plus il va être puissant, et plus son poids va être conséquent dans toute la société. Donc il va être respecté, il aura du pouvoir, etc. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi des sectes de vampires qui se partagent le monde. Donc ces sectes, en fait, s'apparentent plus à des factions qui vont s'opposer assez régulièrement et souvent assez violemment dans leur manière de diriger et de voir, de voir le monde, en fait. Donc la plus importante, elle s'appelle la Camarilla, et elle prône une application stricte de la mascarade. Donc dans la Camarilla, tout est structuré hiérarchiquement, et les pouvoirs les plus importants sont concentrés entre les mains des vampires les plus anciens. Et l'âge va être le seul moyen d'évoluer dans la hiérarchie. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc les villes vont être dirigées par des princes qui vont s'appuyer sur le primogène, qui vont être des assemblées en fait de vampires les plus anciens de la ville, qui vont aussi représenter chacun des clans en présence. Et ça va être une sorte d'aristocratie qui va diriger chaque ville dans le monde. Donc ça c'est la Camarilla. Et il y a une seconde secte qui va s'opposer à la Camarilla, qui va s'appeler le Sabbat, qui va être là, par contre, en totale opposition avec la Camarilla. Là, ça va être la loi du plus fort, ça va être le côté bestial des vampires qui va être encouragé, et pour eux, la mascarade, ça vaut rien. Les humains, il faut vraiment s'en servir comme des proies. Et du coup, la Camarilla va essayer de rattraper un peu les violations de mascarade de la part du Sabbat, et ils vont pas mal se taper dessus. Donc ça va être un peu les deux principaux clans en présence, enfin les deux principales factions en présence. D'accord. En marge de ces deux factions, on va avoir d'autres factions un peu mineures qui vont graviter autour. Les plus connus, ça va être les anarques, qui sont inspirés des anarchistes, parce qu'en fait, ils vont rejeter toute forme d'autorité, mais quand même, ils vont respecter la mascarade. Donc on voit que ça va être un peu plus politisé par rapport au sabbat qui va être très brutal et direct. Les anarques, ils vont s'opposer à toute cette hiérarchie basée sur l'âge et le pouvoir, mais ils vont quand même faire en sorte de respecter la mascarade, pour pas que les humains déferlent sur le monde des vampires, si jamais ils étaient au courant. Donc en toile de fond de ces organisations, en fait, il y a une réalité qui va être encore plus terrifiante. Parce qu'en fait, toute cette société, elle serait que le résultat d'une guerre d'influence bien plus importante et ancienne, qui est appelée le djihad, qui est contrôlée par une poignée de vampires qui sont encore beaucoup plus vieux et beaucoup plus anciens. D'accord. En fait, c'est vraiment c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va trouver une échelle au-dessus. Ouais. Donc le nom, il a fait un petit peu polémique, surtout au moment où le jeu est sorti. Tu m'étonnes. Parce que d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un jeu de cartes qui est sorti, qui s'appelait Djihad, qui est sorti à la fin des années 90, et qui a dû rapidement changer de nom, on le comprend bien pourquoi. La période était peut-être pas la meilleure. Bon moment, ouais. C'est clair. Donc ça reprend en fait le principe d'une guerre ancestrale, et cette guerre, elle ne pourra être stoppée que par la fin du monde des vampires, qui s'appelle la Guéhenne, qui est quelque chose que tous les vampires craignent, parce que ce serait le retour des antédiluviens, et là, les antédiluviens, c'est des vampires encore plus vieux et encore plus puissants que ceux que j'ai cités précédemment. À chaque fois, il y a toujours, c'est jamais fini quoi en fait. C'est exactement ça, qui eux contrôlent le monde. Donc en gros, à chaque fois, on peut trouver toujours quelque chose dessus. Mais ça, en fait, quand on est joueur et quand on découvre l'univers, en fait, on s'en fiche un peu. Oui. Parce que toi, t'es un petit joueur, t'évolues à ton niveau, quoi. Ouais, c'est ça, il y a des problématiques qui sont beaucoup plus directes, on se rend pas forcément compte de tout ça tout de suite, et c'est vrai que déjà, la base, ça va être de survivre dans ce milieu, parce que quand on est vampire, c'est très difficile de survivre au début, survivre au milieu des petites intrigues politiques, et puis essayer de faire sa place dans cette société, ce qui est déjà un travail énorme. Parce que c'est vraiment un milieu très hostile pour les nouveaux vampires. Voilà, vous allez être manipulé de partout, vous allez vous aussi manipuler, tenter de tirer votre épingle du jeu à chaque situation. Donc ce qui rend en fait le jeu pas forcément accessible à tous les publics.
Si vous cherchez de l'action, si vous cherchez un jeu de rôle assez rapide, c'est pas du tout ce que Vampire peut vous proposer. Là, il faudra en fait compter sur des parties assez longues qui font la part belle en fait au dialogue et à essayer de grappiller quelques informations pour progresser. Mais c'est vrai que Vampire va avoir un rythme plutôt lent. Ce qu'on ressent en plus quand on commence, c'est le poids de la société vampirique et du coup les nombreuses règles qu'il faut respecter et intégrer pour que son personnage puisse rester en vie, enfin plutôt en non-vie d'ailleurs, vu qu'on est des vampires, le plus longtemps possible. Et donc le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de faire preuve de subtilité dans toutes les situations, que ce soit des situations de dialogue, d'enquête, privilégier toujours la discrétion par rapport à l'action pure. Ça, c'est en fait, il y a des règles en fait qui insistent sur le fait que chaque action des joueurs va avoir des répercussions et que celles-ci risquent fort de se retourner contre eux s'ils n'ont pas pris toutes leurs précautions, surtout si ça implique d'autres vampires plus puissants, etc. En gros, quand on débarque dans une ville, il faut faire très attention à ce qu'on fait. C'est un peu comme au Moyen-Âge, quand tu arrives à la cour d'un seigneur, tu fais pas n'importe quoi parce qu'il a tout pouvoir sur ses terres. Du coup, tout ça, ça participe à une atmosphère qui est assez sombre et qui peut alourdir un peu l'ambiance en jeu. Alors pas en mal, hein, plutôt il faut aimer ces atmosphères un petit peu sombres, un peu gothiques. Et moi, en tant que meneur de jeu sur Vampire, j'aime bien mettre aussi des musiques d'ambiance contemporaine, parce qu'on reste dans un univers contemporain, pour coller à ça. Donc, petit tips de MJ, moi ce que j'aime bien mettre, c'est par exemple du Mogwai, Board of Canada, El Cuervo, même Nine Inch Nails, ou même aussi Aphex Twin, comme j'en parlais dans l'épisode. Dans l'épisode, oui, effectivement, précédent. Numéro, je sais plus combien, 12 Numéro 12, ouais, exactement, 12. Voilà. Ça aussi, ça peut être pas mal pour animer une partie de Vampire. D'accord. Au niveau des scénarios, en fait, les scénarios de Vampire la Mascarade vont aborder plusieurs thèmes. Donc le plus évident, c'est effectivement la lutte de pouvoir entre les vampires, mais aussi entre les clans, entre les sectes, c'est-à-dire les factions, la lutte entre les anciens vampires et les jeunes vampires. Il y a d'autres thèmes qui vont être associés au scénario, qui peuvent être la recherche de secrets ancestraux, parce qu'on voit que les vampires ont une origine extrêmement ancienne, avec les vampires aussi antédiluviens. Ils sont tous à la recherche aussi d'un livre qui est appelé le livre de Nod, qui est inspiré de la Genèse, de l'Ancien Testament, qui est à la base en fait de toute cette mythologie en jeu. Et aussi, ce qui va être une thématique qui va être récurrente dans les scénarios, ça va être de contrôler la bête, donc cette bête intérieure présente en chacun de nous, enfin en chaque vampire, parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours en vie. Bah on peut se poser la question, peut-être que ça fait partie de la mascarade, que tu nous parles de la mascarade, tu vois, c'est exactement ça. Pour le moment, t'es juste une voix via Internet, hein, donc où est la preuve? C'est vrai. On est sûr de rien. On est sûr de rien, moi je dirais. Donc du coup, cette bête qu'il faut apprendre à contrôler, à maîtriser, parce qu'en fait, en situation de stress, en situation de danger, c'est les instincts premiers du prédateur qui ressortent. Il faut apprendre vraiment à se contrôler en toutes circonstances pour éviter justement de violer la mascarade et d'avoir des soucis par la suite. Donc tout ça, c'est reflété par les règles. D'ailleurs, au niveau des règles, on est sur un système de jeu qui est plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a un certain temps d'apprentissage pour qu'il soit bien compris et maîtrisé, même si le jeu est passé par de multiples éditions et variantes et que le système a évolué, il conserve en fait les bases qu'il avait dans les années 90. Donc en gros, je vais pas tout détailler, mais en quelques lignes, chaque personnage va avoir 9 attributs qui sont regroupés en 3 ensembles, le mental, le physique et le social, et des capacités réparties en 3 groupes, les talents, les compétences et les connaissances. Donc, toutes ces données sont notées sur 5, et pour réaliser une action, on fait la somme de la capacité et de l'attribut qui sont appropriés au jet que l'on veut faire, et on jette des dés à 10 faces. On compte le nombre en fait, on va lancer un nombre de dés égal au nombre de points de compétences et d'attributs. En fait, on va regarder plutôt le résultat, ce qu'on a fait en fonction de la difficulté de l'action, et si on a un score supérieur ou égal à cette difficulté, en fait, ça fait un succès. C'est comme ça, en fait, qu'on sait si on a réussi ou pas une action. Donc, ce qui fait que on peut, en fait, tout est noté sur 5, ça veut dire qu'on peut lancer jusqu'à 10 dés à 10 faces, hein, théoriquement. Donc, des fois, on va lancer beaucoup de dés, surtout si on est nombreux à la table. Enfin, ça arrive qu'on lance 6 ou 7 dés par personne pour résoudre une scène d'action. Donc, ce qui peut faire un peu beaucoup. Hein. On est loin du saut de dés de Perceval, par exemple. Ça va.
Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est un système voilà qui est un peu à l'ancienne. Je pense que dans les jeux de rôle plus contemporains, on a tendance à réduire tout ce qui va être lancé de dés. Donc ça, en fait, c'était vraiment le point sur les règles. Si vous voulez entrer dans cet univers sans passer par la case jeu de rôle, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'amis, si vous n'avez pas de table... Donc c'est mon cas, donc c'est pour ça que je connais effectivement le jeu vidéo. Voilà, c'est parfait. Désolé. Si vous êtes dans cette situation comme Maxime, le meilleur moyen de rentrer dans cet univers, ce que je recommande, c'est le jeu vidéo. En 2004 qui est sorti... un peu vieux, mais qui avait pas mal de possibilités. Ouais, en 2004 est sorti un très bon jeu, bon il date un petit peu, mais c'est Vampire The Masquerade Bloodlines, qui date un peu, mais qui donne en fait un bon aperçu de cet univers, qui reste assez intéressant parce que c'est un RPG d'action, mais il y a beaucoup de situations qui peuvent être résolues justement par le dialogue, ou alors sans sortir d'armes, par la discrétion, etc. Donc ça reprend un peu le concept de base en fait de l'univers de Vampire la Masquerade. Ils ont fait également un autre jeu qui est plus ou moins une copie de Vampire Bloodline qui s'appelle Vampire avec un Y, je sais pas ce que ça vaut. Oui, apparemment c'est pas... Mais en fait c'est pas dans le même univers, c'est un truc... Non mais je disais dans le même... Oui, mais c'est vrai qu'on reste dans le thème des vampires. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année va sortir la suite de Bloodlines, donc je sais pas encore ce que ça va valoir, mais normalement en septembre, et ça je l'attends fortement, en fait, il y a Bloodlines 2 qui va sortir, je sais pas encore ce que ça va valoir. Alors, mais bon, personnellement je suppute que le jeu va avoir comme le premier beaucoup d'ambition, mais qui va pas forcément arriver à la hauteur de ses ambitions. On peut espérer, on est encore en droit d'espérer. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je suis pas mal hypé. Ouais, mais après c'est parce que, si je puis me permettre, c'est parce que toi tu connais bien l'univers, et que du coup forcément ça te hype. Maxime, lui, je pense qu'il connaît pas spécialement bien l'univers, et du coup ça lui... Tout de suite la hype est moins grande. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui, non mais... c'est surtout que moi je parle vraiment plus d'un point de vue vraiment purement gameplay, jeu, plus qu'univers. Ouais, plus que univers. Mais donc vous êtes pas sur la même... Vous êtes pas dans le même clan d'une certaine manière. Non, mais c'est ça qui rend le monde intéressant. Parce qu'on est pas tous d'accord, moi, je vous donne pas les des mêmes portes choses. d'entrée. Ah oui, c'est ça, tu nous donnes des portes d'entrée, ouais, effectivement. Et donc du coup, tu nous donnes des portes d'entrée différentes, quoi. Le jeu vidéo est une porte d'entrée qui est plus... Toi-même, d'ailleurs, sur Battletech, t'étais rentré dans l'univers via le jeu vidéo, donc du coup... Tout à fait, c'est ça. Donc c'est vraiment un truc que je conseille. Le mieux, c'est bien sûr de rentrer par le jeu de rôle. Si vous habitez dans des grandes villes, c'est-à-dire pas à la campagne, vous pouvez essayer de contacter des associations de jeux de rôle. Comme je vous l'ai dit, il y a la Camarilla française qui est la principale association autour de Vampire la Mascarade. Ce qui fait peur du coup, parce que la Camarilla, c'est dans le jeu, c'est l'association qui fait en sorte que la mascarade soit invisible aux yeux des humains, c'est ça? Oui, et du coup, elle existe dans la vraie vie, et elle fait des jeux de rôle pour les humains. Donc du coup, tu pourrais même aller plus loin et te dire, mon Dieu, en fait, tout ça, ça fait partie de la mascarade, on te présente ça comme un jeu de rôle, les humains jouent en s'amusant, mais en fait, c'est un moyen de les contrôler pour savoir ce qu'ils savent réellement. C'est incroyable. C'est exactement ça. D'ailleurs, pour la petite histoire aussi, il y a eu beaucoup de projets autour du monde des ténèbres qui n'ont pas abouti. Donc, est-ce que c'est parce que les vampires les contrôlent dans l'ombre? Je ne sais pas. Peut-être, qui sait. Parce que c'est un monde très compliqué, très compétitif. C'est parce qu'Emmanuel Macron est un vampire en fait. Je pense que maintenant il faut le dire, ça y est. Mais par contre sa femme non. Non. Tu sais pas, c'est peut-être un Nosferatu sa femme. Ah oui, ça c'est pas impossible. Ah, oui. c'est beaucoup de maquillage et on y voit que du feu. Allons-y à fond, tu vois, tant qu'à faire. Oui. Bah écoute, moi en fait, je vais vous avouer quelque chose, j'ai jamais joué au jeu de rôle La Mascarade. J'en ai énormément entendu parler, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en faire une seule partie. J'ai souvent connu des gens qui, plus que jouer en papier, faisaient des GN, du coup des grandeurs nature en Mascarade, mais je serais bien tenté d'essayer un jour parce que ça a l'air d'être un univers qui est quand même vachement stylé, cool, quoi. On va dire. C'est vrai que moi, je connaissais que le jeu vidéo, je savais même pas que c'était tiré d'un jeu de rôle papier. En fait. Ouais, mais oui, non, et surtout c'est très riche. Alors attention parce que c'est vrai que les GN, enfin tout ce qui va être jeu de rôle, GN, etc., surtout par les associations, j'ai l'impression, enfin moi j'ai côtoyé ça sans, enfin je suis jamais rentré dans la Camarilla française par exemple, mais je connaissais des gens qui étaient dedans. Ouais. Il y a un côté assez élitiste entre certains membres qui sont là depuis très longtemps. C'est un peu comme dans la société des vampires, oui, exactement. C'est globalement comme dans toutes les communautés, quelles qu'elles soient. Oui, de manière générale, je trouve, pour avoir fait quelques GN, les quelques GN que j'ai fait, souvent, il y a quand même des gens qui sont très, qui peuvent parfois apparaître un peu très élitistes dans leur milieu de GN, tu vois, si toi tu débarques parce que t'en as fait que 2-3 alors qu'eux ils en sont à leur 666ème, tout de suite t'as l'impression d'être un gros noob et on te le fait sentir généralement, je trouve.
Mais après ça c'est ça dépend des gens comme toujours et dans n'importe quel milieu. Mais ça dépend aussi, oui, des ressentis et puis enfin, c'est vrai qu'il y a aussi enfin, il faut pas hésiter à prendre par la main les nouveaux arrivants et puis quand on débute, ouais, ça fait plaisir d'être être accompagné. bienveillant quoi en fait tout Ouais, simplement. mais j'ai l'impression que Ouais, ça disparaît un petit peu cette bienveillance, et que maintenant c'est juste quand quelqu'un arrive sur une communauté quelle qu'elle soit, hein, que ce soit jeux vidéo, sur le gaming plateau, par tout exemple. ce que vous voulez. Oui, je parlerai surtout de ça. Hein. Bah, globalement, en fait, c'est juste, on va te faire te sentir mal. Par exemple, je regarde pas mal de streams sur des gens, par exemple, qui jouent à Dark Souls, un jeu réputé pour être compliqué. Et la moitié des commentaires sur le chat, c'est « Ah, t'es mauvais, t'aurais pas dû faire comme ça. Non, mais tu devrais faire ça. Non, mais passe par ici, passe pas machin. » Laissez les gens découvrir leur truc. Oui, mais évidemment, t'es mauvais au début. Tout le monde est mauvais au début. Genre, je sais pas, si par exemple, je joue à un jeu de FPS qu'on dit noob, je fais bah ouais, j'ai commencé à jouer il y a 2 jours et je suis un noob, et alors je veux dire, où est le problème? J'essaie de m'amuser. Et oui, surtout que ça reste des jeux en plus. Bah oui, c'est ça. Non, je sais pas. Un jeu, t'es censé et du coup, je trouve ça dommage, cette espèce de mouvance, d'élitisme, quel qu'il soit. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a bien fait le tour. Merci beaucoup, Nico, pour cette belle introduction à l'univers de la mascarade. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées. Puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.